Au menu ce soir, un premier grand rassemblement pour Mark Carney qui a été rattrapé par le malaise causé par la transfuge Gladu aujourd'hui. La clé de l'accalmie en Iran serait maintenant entre les mains d'Israël et du Liban. Et plus que 3 jours pour les caquistes qui doivent déterminer dimanche qui va diriger le Québec jusqu'à l'automne. Ici Michel Bérère, il est 22h. Voici les débatteurs. Autour de la table en ce jeudi, on a Victor, Joanne, Catherine et comme invité ce soir, qui est, comme Catherine d'ailleurs, est collaboratrice à la nouvelle émission Pop ou Rien. C'est la chroniqueuse culturelle Anne Lovely-Étienne qui est avec nous. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bienvenue aux débatteurs, Anne Lovely. On va y aller avec les mots de l'actualité ce soir. On a choisi un mot qui revient de Victor et de Catherine, mais des images, ça vaut 1000 mots. On va commencer avec les images si vous le voulez bien. S'avance, le tir! Ma parole, c'est fait! De Maurice à Boum Boum! Alors, le mot ce soir, 50 ans, Victor, Catherine, ça a été un moment marquant aujourd'hui. Il était attendu d'ailleurs. C'était comme un orgasme qui n'arrivait jamais. Bien, il est arrivé et j'espère que tout le monde a eu beaucoup de plaisir. Oui, mais je pense que le Québec en entier a vécu son plaisir en même temps. Bon, Victor, comment a été ton orgasme? J'étais pas prêt à ce mot-là. Oui, le but extraordinaire, le visage du père de Cole Caulfield émouvant et le commentaire de Pierrot d'anthologie absolument. Ah oui. C'était un moment extraordinaire et tout ça réuni a fait qu'on a écrit l'histoire ce soir. Alors- Première fois en 36 ans. Ouais. Mais aussi, j'ai une tension vraiment qui s'est relâchée au sein des Canadiens de Montréal parce qu'on mettait beaucoup d'emphase sur ce but de Cole Caulfield. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde est très content et là, on va penser Ouais. aux séries. Là. Exactement. Ou au 100e poids de Nick Suzuki. Bon, Je pense que c'est à on 2 points. on repart dans les temps. Hey, parmi les nombreux partisans qui ont pu assister à ce moment historique, il y a notre premier ministre, Mark Carney, vous le voyez, le premier ministre qui était de passage à Montréal aujourd'hui. Il a notamment assisté, en fait, c'est pour ça qu'il était là, l'ouverture du congrès du Parti libéral, où les troupes sont vraiment gonflées à bloc. Mark Carney qui a dû cependant défendre sa décision d'accueillir dans ses rangs la députée conservatrice Marilyn Gladu. Reportage, Étienne Fortin-Gauthier. Presque 5000 militants libéraux. Le premier ministre qui va faire un discours ici à Montréal. C'est l'ouverture du Congrès libéral dans un moment où le monde ne va pas très bien. M. Carney veut montrer qu'il est l'homme de la situation. Je pense que le Parti libéral du Canada, ça reste le parti de l'unité. On est le parti avec l'étiquette canadienne, on est fiers de ça. Puis tous les Canadiens sont inclus dans notre parti, de gauche à droite, tout le monde. Je suis désolé, je parle français comme Mark Carney, c'est difficile pour moi. OK, ça va. Mais expliquez-moi quand même votre t-shirt maître chez nous. On connaît ça au Québec, ce slogan-là. Oui, c'est une phrase historique, mais c'est la même chose pour les Canadiens aujourd'hui. C'est impressionnant. Et c'est dans cette salle, dans les prochains jours, que les milliers de militants libéraux vont débattre d'un tas de propositions, notamment celle d'interdire l'utilisation des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Les décisions qui vont être prises ici pour ensuite se rendre au Parlement, puis changer votre vie. Mark Carney, lui, est déjà arrivé au Québec. Il était de passage dans Terrebonne aujourd'hui, où il y aura une élection partielle lundi après l'annulation des résultats du dernier scrutin. C'est un congrès libéral qui survient dans un contexte assez particulier pour le parti, qui est à un seul député d'atteindre la majorité. Ça voudrait dire pas d'élection dans les prochains mois ou les prochaines années pour les Canadiens. Mais c'est grâce à l'arrivée de Marilyn Gladu, une députée conservatrice, dont les positions détonnent avec celles des libéraux. Elle a notamment pris position contre l'avortement, puis en faveur des thérapies de conversion par le passé. Qui a dit qu'elle est pour les thérapies de conversion des gens LGBT. Je vois votre macaron ici. Je pense que c'est absolument ridicule. J'espère qu'elle change ta point de vue. Oui. J'ai eu des discussions approfondies avec Mme Gladu et elle va voter avec le gouvernement en ce qui concerne des questions d'avortement, en ce qui est des questions d'égalité, les droits des Canadiennes et Canadiens d'aimer ce qu'ils aiment et d'être comme ils sont.
Certains voient un certain virage plus à droite de M. Carney, beaucoup plus économique. On vient séduire un peu les conservateurs. Qu'est-ce que les chiffres nous disent? Les chiffres nous disent que pour l'instant, ce changement-là, ce changement de direction plaît à plusieurs Canadiens. On voit que les sondages nous disent que le Parti libéral du Canada est en très bonne position dans les sondages. M. Carney a des taux de popularité qui sont élevés dans plusieurs régions clés, y compris, bien sûr, au Québec. Alors, on dirait que c'est une lune de miel qui s'étend pour Mark Carney et les libéraux. Au cours des prochains jours, les libéraux ont beaucoup de choses à vendre à Montréal, mais ils veulent aussi présenter Mark Carney sous un jour plus humain, alors qu'on ne l'a pas beaucoup vu dans la province au cours des derniers mois. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Victor, Mme Gladue n'aura pas le choix de suivre les lignes de parti. Tout à fait. Elle devra correspondre aux valeurs libérales et elle le sait avant même d'avoir fait ce saut de l'autre côté de la Chambre. Oui. Donc, il n'y a pas de surprise, selon moi, qui va arriver. Transfert de côté de la Chambre, mais Catherine, tu doutes que ses convictions aient changé? Bien, moi, je trouve ça toujours particulier, là. Les transfuges qui changent. J'ai toujours l'impression que c'est par opportunisme et non par idéologie. Puis là, clairement, elle n'avait pas les mêmes lignes de pensée que le Parti libéral du Canada. Fait que j'ai l'impression que ça va accrocher par en dedans. Ouais, et je lui souhaite d'être en paix. Est-ce que c'est pas le pouvoir d'attraction de Mark Carney? Moi, c'est le pouvoir d'attraction. La politique, ça reste un concours de popularité. Mark Carney représente beaucoup plus sur la scène internationale que le premier ministre du Canada. C'est comme l'anti-Trump. Donc, c'est de l'opportunisme peut-être, mais c'est vraiment, elle suit la tendance, puis la tendance est vers les libéraux. Anne Lovely, est-ce que tu es à l'aise avec les transfuges? Parce qu'il y en a de plus en plus, là. Bien, en fait, je crois qu'on a le droit de changer d'idée. Oui? Oui, je crois que... En politique, même si on a été élu? Même si on a été élu, je pense que elle n'est pas si... Je veux dire, je parle de Mme Gladue. Je pense qu'elle est pas si conservatrice qu'on pense, qu'on croirait. Malgré certains propos qu'elle a pu tenir dans le passé. Qu'elle est de centre. Ouais. L'arrivée d'autant de transfuges, ça risque pas de causer un problème de cohésion au sein du parti? En ce moment, le parti a une cohésion autour des questions économiques. Mark Carney a ramené ce parti-là à être plus un parti de cohésion, une coalition de gens qui ont les mêmes priorités économiques qu'une question de valeurs. Maintenant, oui, il y a des valeurs de base qui sont les valeurs libérales auxquelles M. Carney l'a d'ailleurs dit, là, elle devra voter avec l'ensemble du caucus. Mais ce qui unit ces gens-là, c'est la vision de Mark Carney pour l'économie canadienne. Bon, est-ce qu'il va y avoir d'autres transfuges? Il y aura combien, d'autres transfuges. En fait, c'est ça la question. Arrêtez, en ce moment, les rumeurs sont qu'il y aurait des discussions avec 9 députés conservateurs. Moi, je m'attends à 2 transfuges de plus dans les prochaines semaines, peut-être même prochains jours. On dit qu'il pourrait y en avoir 1 ou 2 sur la scène à Montréal dans les prochaines heures. Peut-être prochaines heures. Okay. Les rumeurs. À suivre. On peut changer d'avis, en effet. Bon, maintenant, on va parler de ce qui se passe à l'international. La trêve qui demeure extrêmement fragile au Moyen-Orient, au 41e jour du conflit. Bien des questions persistent, notamment au sujet du Liban, qui continue d'être la cible de frappe israélienne. Mais il y a une lueur d'espoir, puisque des discussions vont se tenir la semaine prochaine. Entre-temps, le trafic maritime a repris dans le détroit d'Ormuz. Sabrina Rivet. Donc là, il y a des pourparlers entre le Liban et Israël qui devraient finalement avoir lieu la semaine prochaine et ça devrait se tenir à Washington. Il faut dire qu'il y a quand même toujours beaucoup d'ambiguïté en lien avec le cessez-le-feu de la guerre en Iran. Il y a plusieurs leaders, dont le président français et turc, qui ont dénoncé les frappes meurtrières d'Israël dans le sud du Liban. Vous le voyez d'ailleurs sur les images, des dommages qui sont considérables, notamment à Beyrouth. Et il y a le chef d'état-major de l'armée israélienne qui a dit aujourd'hui, lors d'un point de presse, que son pays avait porté un dur coup au Hezbollah avec ses frappes massives. Et il y a le président du Parlement iranien qui a réitéré que le Liban, c'est une partie indissociable du cessez-le-feu. Donald Trump aussi qui a dit que l'armée américaine va rester déployée à proximité de l'Iran jusqu'à l'application complète d'un réel accord. Et on a le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a demandé à son cabinet d'entamer, comme je le disais, des discussions directes avec le Liban. הסכם שלום היסטורי, בר קיימא, בין ישראל ללבנון. Et là, le trafic dans le détroit d'Ormuz, ça recommence tranquillement, mais sûrement. On va le voir sur une image accélérée des passages dans le détroit d'Ormuz entre hier et aujourd'hui. Il y a donc un premier pétrolier non iranien qui a franchi le détroit d'Ormuz pour quitter le Golfe depuis l'entrée en vigueur de la trêve. C'est un pétrolier du Gabon. Et tout de suite là-dessus, on peut aller entendre le secrétaire général de l'OTAN. Allies are doing everything the United States is asking. They have heard and are responding to President Trump's requests. The United Kingdom is leading a coalition of countries that are aligning the military, the political
and the economic tools that will be required to ensure free passage through the Strait of Hormuz. This is evidence of a mindset shift. Bon, et pour ce qui est des pourparlers là, concernant vraiment la guerre en Iran, ça va commencer ce week-end. Il y a le vice-président américain J.D. Vance, l'envoyé spécial aussi Steve Witkoff et Jared Kushner qui vont se rendre à Islamabad au Pakistan. C'est là que vont débuter les négociations. Alors bien sûr, ce sera à suivre là, au cours des prochains jours. Victor, est-ce que tu crois que ces négociations entre Israël et le Liban vont faire cesser les bombardements? Malheureusement, je pense que non, parce qu'on entend de plus en plus des politiciens conservateurs israéliens parler de leur désir d'étendre le territoire israélien dans le sud Liban, et le Liban ne concédera pas de ce côté-là. Ce qui se passe en ce moment à Beyrouth est absolument catastrophique. Israël semble vouloir faire au Liban ce qu'ils ont fait à Gaza, et les populations civiles qui sont attaquées, ça va complètement à l'encontre du droit international, mais personne ne fait rien, finalement. Ouais. Le Liban est un peu l'oublié de cette guerre. Je te pose la question, Catherine, tu pourras répondre également. Est-ce que vous avez espoir qu'un accord de paix soit signé en fin de semaine entre les États-Unis et l'Iran? Bien, tu sais, on a du mal à s'entendre sur un cessez-le-feu. Fait que je vois mal comment on peut s'entendre sur une fin de guerre. Puis l'Iran aussi a demandé des compensations financières pour les morts, les blessés, les dommages. Est-ce qu'on va réussir à s'entendre là-dessus? Ça va être complexe. Là. C'est surtout qu'on se demande pourquoi cette guerre a commencé, parce que le cessez-le-feu a pour but de rouvrir le détroit d'Ormuz, qui était ouvert avant le début de cette guerre. Bravo. Oui. D'ailleurs, malgré la réouverture du détroit d'Ormuz, Joanne, tu t'attends pas à ce que les prix d'essence baissent. Là. Non. Puis le marché ne se rétablit pas de façon automatique. Puis le Moyen-Orient reste complètement instable. On parle d'un cessez-le-feu. Quelques heures après le cessez-le-feu, Israël attaque le Liban. C'était quoi? C'était 100 bombes dans un espace de 10 minutes. L'opération s'appelle Eternal Darkness. À noirceur éternelle. Ouais. Donc, il y a beaucoup il faut être de bonne foi. Les négociations doivent se faire de bonne foi. Donc, le prix de l'essence, on se demande si c'est fait de bonne foi derrière on va laisser faire sur l'essence. Tu suis ça un peu, j'imagine, comme tout le monde. Oui. Pas facile à suivre, d'ailleurs. Difficile de prédire ce qui peut se passer quand Donald Trump est impliqué dans ce genre de négociations. C'est parce que je me dis, tant il y a aussi longtemps qu'on aura un président qui change d'humeur comme il change de bobette, je me dis, comment est-ce qu'on va pouvoir s'aligner en une entente de cessez-le-feu, justement? Ça devient encore plus difficile, justement, de prédire. On en parle régulièrement, puis on se demande, une journée, on dit quelque chose, le lendemain, il se passe autre chose. Bon, parlant de se passer quelque chose, c'était la première ce soir de Pas pour rien, le nouveau magazine d'actualité culturelle diffusé sur Crave est nouveau. L'animatrice Marie-Josée Gauvin qui est entourée d'une grande équipe de collaborateurs, dont Anne-Marie Wittenshaw, Alex Perron, Marie-Mé, plusieurs autres comme Catherine et Anne Lovely. Vous êtes deux des collaboratrices sur cette émission. Je vais vous faire parler dans un moment, mais tous ensemble, en fait, ce que je comprends, c'est que vous nous présentez ce qui fait jaser sur la scène culturelle d'ici, d'ailleurs également, avec des grands noms de la culture pop. Je veux qu'on parle d'Olivia Rodrigo. Absolument, parce que... c'est quoi ça, Anne-Marie? Ça, c'est Olivia Rodrigo qui pose des petits cadenas roses très mystérieux qui ont commencé à apparaître à Londres, à Hoboken, au New Jersey et même à Paris, presque en même temps que les fameux posters de Céline. Alors, c'était disponible depuis 17h sur Crave et 19h30 sur Nouveau. Ça vous emballe, ce nouveau projet-là, j'imagine, hein, Catherine? Oui. Moi, j'ai attendu presque toute ma carrière pour faire ça. J'ai fait 12 ans de tapis rose, fait que j'ai fait des tapis rouges et tout. Puis je me dis, enfin, le retour d'une émission culturelle à la télé qui va couvrir l'actualité, où on va pas demander aux gens de parler d'autre chose que leur projet. Moi, j'étais comme tannée de ça. Toi, tantôt, avant d'entrer en ondes, tu disais que tu y croyais plus. Tu disais, je vais pas vivre ça, moi. Bien, tu sais, moi, je fais partie de la génération des millénarios, OK? Et moi, j'ai écouté Musique Plus, j'ai écouté Star System, j'ai écouté Flash avec le fameux micro jaune. Et j'avais donc hâte, moi aussi, de pouvoir être dans les médias puis d'interviewer des grandes stars internationales. Là, tu vas pouvoir le faire. Puis je vais pouvoir on s'attend à quoi, rapidement? Dans cette émission? On va s'attendre à une couverture culturelle d'ici et d'ailleurs qui va être pop, qui va être énergique, qui va être colorée. Tu as parlé de Musique Plus. Joanne? Moi, j'ai mes débuts à Musique Plus. J'ai connu les tapis rouges, j'ai connu les junkets, les grosses entrevues, puis ça me rendait triste. Ça avait disparu sur la scène culturelle au Québec, puis de voir, premièrement, félicitations. C'est un super beau projet, puis ça met des vedettes québécoises sur des tapis rouges à l'international. Donc, je vous souhaite bonne chance, puis j'ai trop hâte de continuer à suivre toute l'aventure. Alors, allez voir ça, et on va continuer, bien sûr, à suivre. Ça vient de commencer. Et qui dit culture pop,
dit photos de stars, hein? Et pas toujours des photos officielles. Le Star System se nourrit beaucoup de photos prises par les paparazzis, hein? Utile pour certaines vedettes, la bête noire d'autres. Entre curiosité du public, liberté de presse et respect des individus, la frontière est parfois mince. Est-ce que vous êtes pour ou contre les paparazzis? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez répondre à ça sur nouveau.info. N'oubliez pas de commenter également. On commence à 22h30. Également, à venir, un peu plus tard à l'émission, un dernier au revoir à un grand du baseball. Un peu plus tard à l'émission, on rend un dernier hommage à Roger Brulotte. C'est la dernière ligne droite pour Christine Fréchette et Bernard Drinville. Les membres de la CAQ votent jusqu'à dimanche pour choisir la personne qui va succéder à François Legault et diriger bien sûr le Québec. Dans les deux camps, on met d'ailleurs les bouchées doubles en ce moment pour faire sortir le vote. Résumé, Jean-François Poudrier. Près des 2/3 des militants de la CAQ ont fait leur choix à 18 h ce soir. 62,7 % des quelques 20 500 membres de la CAQ avaient déjà voté, ce qui veut dire qu'il reste maintenant un peu plus de 7 600 militants qui n'ont toujours pas fait leur choix. Dans les équipes des deux candidats, on tente bien entendu le tout pour convaincre les indécis. Les gens sont surpris de voir que Bernard Drinville lui-même va prendre le téléphone, va appeler les membres pour répondre à leurs questions, même à quelques heures comme ça de la fin du vote. D'ailleurs, dans le camp Drinville, on sent un certain momentum depuis le début de la semaine, en fait depuis que le ministre de la Justice et leader du gouvernement, Simon Jolin Barrette, a décidé de se ranger dans son camp. Sur le terrain, je dois avouer que c'est le jour et la nuit depuis quelques jours. Les indécis nous en parlent, ça a été un facteur décisif pour beaucoup qui attendaient la fin de la course avant de se prononcer. Malgré les sondages très favorables à Christine Fréchette en début de campagne, on ne veut rien prendre pour acquis dans son équipe. Je dis à tout le monde, il faut rester humble. Même si les chiffres démontrent que ça va bien, du côté de la campagne, la course n'est pas terminée. C'est pas une campagne anti-Bernard Drinville. Je veux dire, ce sont des gens avec qui on travaille. Moi, Bernard, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est juste que de façon stratégique, pour l'automne prochain, qui est la personne qui nous donne la meilleure position pour revenir, selon moi, selon mon analyse à moi, c'est Christine Fréchette. Je vais mettre ça clair parce que souvent, j'entends les gens qui nous voient comme des clans opposés. Absolument pas. On a un beau débat d'idées. Mais l'unité du parti, ça va attendre encore quelques jours. En fait, il reste maintenant moins de 65 heures avant la fin du vote, prévu dimanche à 15 h. À l'Assemblée nationale, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info. Ça se termine plus serré que ça a commencé. Est-ce que la dernière semaine va profiter à Bernard Drinville, selon toi? C'est l'impression qu'on a, mais la question qu'on se pose, parce qu'on connaît mal le membre caquiste, ouais, c'est est-ce que vraiment il y a un changement, il y a un mouvement, ou est-ce qu'on est vraiment en train de se faire spinner à merveille par l'équipe de Bernard Drinville? Parce qu'on a l'impression que depuis l'arrivée de Simon Jolin Barrette, tous les jours, il y a des messages. Tous les jours, il y a des messages là-dessus. On sent qu'il y a un momentum, mais là, ce sera de voir s'il se confirme dans l'urne. Catherine, qu'est-ce qui va faire pencher le vote, selon toi? Les ventes de cartes de membres. On réinvente pas des formules de base en politique. Puis il y a quand même 62 % des membres votants. Je trouve que c'est plus excitant. J'ai l'impression que ça va monter peut-être à 80. Fait que, ouais, vive les cartes de membres. Joanne, est-ce que tu penses que il va y avoir un taux de participation assez élevé? Oui, parce que c'est un moment décisif pour la CAQ. C'est vraiment de savoir s'ils vont rester, parce que les chances de rester au pouvoir sont minces pour l'instant pour un troisième mandat consécutif. Est-ce qu'il va rester en vie? En vie. Puis en plus, est-ce qu'on cherche à voter le prochain premier ministre ou un prochain chef d'opposition? Donc ça va être très spécial. Oui, ça va être on rappelle, c'est les membres qui votent. Ouais. C'est pas le grand public, l'électeur en général. Anne Lovely, tu regardes ça. Quel candidat, selon toi, va l'emporter, à ton avis? Je pense pour Mme Fréchette. Mme Fréchette? En fait, que j'ai le goût d'avoir une nouvelle première ministre. Il me semble que ça finirait bien le mandat de la CAQ. On note ça. Hein? Me semble. Mme Fréchette. Catherine, est-ce que tu te mouilles, toi? Moi, je pense que ça va être Mme Fréchette aussi. Mais j'aimerais ça une surprise. Joanne? Fréchette, mais plus serré. Pas assez pour Drinville, mais OK. Bon, mais notre sondage, vous êtes exprimé. On va demander aux gens à la maison. Selon vous, qui de Christine Fréchette et ou Bernard Drinville va succéder à François Legault? Qui va être élu dimanche? Allez répondre à la question. C'est le moment. Nous, aux débatteurs, on vous fait voter. Allez voter, puis on regardera le résultat au retour. On s'arrête quelques minutes. Alors, selon vous, qui va succéder à François Legault? Vous avez répondu Christine Fréchette à 75 % et Bernard Drinville à 25 %. La réponse, dimanche. La réponse finale.
Bon, un dernier hommage a été rendu aujourd'hui à Roger Brulotte, cette figure emblématique du baseball et des médias qui est exposée en Chapelle Ardente à l'ancien stade Jarry à Montréal. C'est là que tout a commencé pour lui alors qu'il travaillait pour l'organisation des Expos dès 1969. Il a d'ailleurs participé à la création de la célèbre mascotte Youpi. Roger Brulotte a succombé à un cancer, je vous le rappelle, le 20 mars dernier à l'âge de 79 ans. 64 ans, là, qu'on est ensemble, là, partout. Puis quand j'ai commencé avec les Nordiques, Roger commençait avec aux médias. Moi, j'ai été habitué dans le baseball, quand un joueur de baseball ou quelqu'un du baseball nous quitte, c'est comme si c'était un membre de notre famille. Roger a fait tellement pour le baseball au Québec, au Canada. Anne Lovely, tu as eu la chance de le côtoyer pendant quelques années. Oui, on collaborait ensemble sur des tapis rouges. Roger qui faisait beaucoup d'événements, puis j'étais toujours à ses côtés. Puis il m'a donné les meilleurs conseils que j'aurais pu avoir dans cette industrie-là. Puis qu'est-ce que tu vas retenir? Je vais retenir accessible. Oui. Malgré que c'est une grande légende, Roger, moi, j'arrêtais pas d'entendre son nom, Roger, mais il était hyper accessible. Oui, un grand homme. Quel souvenir va te rester le plus, toi, Victor, de M. Brulotte? J'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais pour moi, c'est Monsieur Baseball. Pour moi, c'est la voix du baseball. Puis le dernier souvenir que je vais avoir, c'est le circuit de Vladimir Guerrero Jr. à Montréal en 2018, en 9e manche. J'avais l'impression que c'est comme si l'histoire du baseball montréalais repassait devant nos yeux. Cette voix-là, elle va rester, je pense, pour toujours. Oui, hein? Il est vraiment connu de tous, Joanne. Moi, qui ne connais rien au sport, je savais c'était qui. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est authentique, accessible, une douceur, généreux de son temps, vraiment un vrai gentleman, là. Vraiment Monsieur Montréal. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour lui rendre hommage, Catherine? Bien, un monument significatif. Peut-être même une rue. Moi, j'irais avec une rue. Je pense qu'il faut qu'on garde en mémoire. Ça a été une des personnes les plus respectées du baseball et au Québec. Ouais. Est-ce que tu as une idée pour lui rendre hommage? J'ai pensé à la station de métro Viau. Oui. C'est-à-dire que c'est exactement trop cute. J'ai pensé à ça. Je me suis dit, Roger, débarquer à la station Roger Brulotte. Prochaine station, Roger Brulotte. Une pétition à ce sujet sur le web. Intéressant. Bon, on verra. Voilà comme on a vu l'actualité à vos cellulaires, tablettes, place au grand débat. On va parler des paparazzis ce soir. Le débat commence dans 30 secondes.